Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 173 de Sur la Terre des Hommes. Un premier épisode en quasiment près d'un mois, je vous dirais. Et puis pour l'occasion, je reçois Anthony Pomerleau d'I.L. Paumé. Mon cher Anthony, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi, Jérémy? Ben, comme je te disais avant d'enregistrer, j'ai quelques symptômes covidiens, mais ça devrait aller. C'est pas trop perceptible à l'oreille. Non, mais c'est ça, un petit mal de gorge, une petite fièvre, mais ça s'endure, je dirais. J'ai pas passé de test, mais comme on en a jasé, peut-être que demain, incessamment, je vais prendre un rendez-vous pour ce dit test. Mais toi, comment vas-tu, mon cher? Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu dans Sur la Terre des Hommes. Je vais bien, je me porte bien. C'est sûr que je passe beaucoup de temps avec ma famille, hein, mes nombreux enfants. Oui, avec ta famille nombreuse. Je passe un beau temps je passe un beau temps des fêtes malgré tout, avec les gens que j'aime. Et puis, on vit des moments vraiment quand même magnifiques malgré tout. Et puis, ça se passe bien. Ça se passe bien par les temps malgré ce qu'on entend, les nouvelles qui sont moins rassurantes, comme on pourrait dire. Ouais. Donc, on essaie de garder le moral positif. Exact, on n'a pas le choix. Et puis, on va briser un peu l'espace-temps, mais nous, on enregistre un 3 janvier, alors nous sortons du temps des fêtes. Alors, pour ceux qui écoutent, ça fait quelques semaines que c'est enregistré. Mais tu passes un beau temps des fêtes, oui, ben c'est ça l'important, mon cher, c'est ça l'important. Anthony, que vous avez pu, si vous vous en souvenez, parce que ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas entendu, mon cher Anthony, les dernières fois, je crois que c'était pendant les épisodes COVID du printemps dernier, quasiment 2 ans dans le fond, là, ça fait vraiment longtemps. On t'a entendu aussi dans un épisode qu'on a fait ensemble, juste toi et moi, sur l'Égypte antique. Ça fait vraiment longtemps, ça aussi. Mais est-ce que ma mémoire me fait défaut? Est-ce qu'il y a un autre épisode que je manque ou... Je te dirais que non, on n'a pas fait notre fameux épisode sur Offenbach. Hein? Non, finalement, on ne l'a pas fait. C'était dans les plans de faire un épisode pour les 25-30 ans. C'était 30 ans du décès de Jerry Boulet. De Jerry. Puis je pense que par la suite, là, ça n'a pas radonné. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast. J'ai retrouvé un micro là, ici à la radio locale, là, au Témiscamingue. Oui, comme moi, oui. À tous les vendredis, comme toi, avec les chroniques. Ouais. Ça fait du bien quand même là, d'aller faire ça. Ça dérouille un peu, je dirais. Ouais. C'est quand même en direct, là. C'est pas... c'est ça. Toi, tu les fais en direct, hein? Oui, j'aime ça. J'aime vraiment le trip d'aller faire ça en direct. Je rentre... je fais ma chronique, puis dès qu'il part la toune, je fais je peux dire un coup de bump à Simon en lui disant « Ciao, mon chum, on s'en repoigne ». Et j'écoute plus souvent qu'autrement la chanson dans l'auto en m'en allant travailler. Okay. Donc, j'ai bien du plaisir aussi avec ce petit projet-là. Fait que, puis là, on s'était parlé en privé... pour notre sujet de ce soir. Donc, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous. Non, vraiment pas. Et puis, en plus, c'est toi que je voulais pour ce genre d'épisode-là. Et puis, quand tu m'as approché pour me demander, Jay, est-ce que tu as vu la série Get Back sur Disney+, dans le fond, sur les Beatles, eh bien, je t'ai répondu oui, je viens de finir le premier épisode et puis je m'enligne pour les autres. Eh bien, je peux te dire, mon cher Anthony, que j'ai terminé la série aujourd'hui même. C'est 3 épisodes d'environ 2h30, 2h45 chacun. C'est du gros stock. Et puis c'est près de 8 heures. Près de 8 heures. 8 heures. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et puis, c'est certain que c'est pas... comment je dirais ça? Il faut que tu sois faut que tu sois un fan des Beatles pour écouter ça. C'est pas pour tout le monde. C'est pas un documentaire sur les Beatles, c'est vraiment des extraits audio, des extraits vidéo, dans le fond, de la création. C'est de la télé-réalité de l'époque. C'est des caméras qui sont oubliées au travers d'artistes qui composent la musique. Je dirais, si vous avez de l'intérêt envers la musique, et même si ce n'est pas nécessairement envers le groupe Les Beatles, parce que pour X, Y raison, ça vous joue moins.
c'est quand même intéressant parce qu'on voit des processus de création à l'intérieur de ça. Mm-hmm. Assez incroyable. Et une collaboration, je dirais, là, ma foi, je pense que j'ai rarement vu sur pellicule ou dans ce que j'ai pu lire, dans tout ce qui a trait à la musique, une cohésion aussi forte en composition entre des musiciens qui respectaient leur niveau de musicien. Exact. Ouais. Même s'ils ont tenté certains trucs, les Beatles, mais ils respectaient quand même leur niveau. Puis il y a vraiment des choses très, très intéressantes là, qu'on a découvert au travers de cette série-là. Vraiment. Et puis moi, ça m'a un peu, comment je dirais ça, ça m'a un peu consolé sur la fin des Beatles, je dirais, cette série-là, parce qu'on a entendu toutes sortes de choses, que c'était de la faute à Yoko Ono s'il y avait eu la séparation du groupe. Moi, jusqu'à il y a une semaine, j'étais encore convaincu que c'était ça, mais on se rend compte, je volerai pas de punch, là, parce que les Beatles, ça fait 50 ans qu'ils sont séparés. Mais on voit vraiment que c'était dans la normalité des choses, dans le fond, la séparation du groupe. On voit quatre jeunes hommes, hein, fin vingtaine, début trentaine, 4 hommes. C'est ce qui est le plus incroyable. Ouais. C'est ce qui est le plus incroyable dans tout ça, Jérémy. Ouais. C'est qu'ils ont fait ça dans leur vingtaine. Exact. T'es encore presque un adolescent de nos jours dans la vingtaine. C'est ça, ouais. Mais tu vois, avec leur style d'humour, la manière qu'ils communiquent, tu vois qu'ils ont encore un esprit adolescent. Hein. Moi, j'avais l'impression que, par exemple, si je prends John Lennon, j'avais l'impression que John Lennon, comme on dit, il n'y avait pas autant de fun que quand il avait, mettons, 23, 24 ans. Mais tu le vois, à 30 ans, là, faire des faces drôles à caméra, faire des jokes qui se racontent pas en podcast, aller voir la série. Mais c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Et puis, comme tu as dit, on voit une cohésion de création. On voit le processus créatif d'un album. Et puis, que je rappelle que c'est l'album Let It Be. Dans le fond, c'était un projet de quelques semaines maximum, 2-3 semaines pour créer, pour pratiquer les tunes et puis finalement les présenter. C'est vraiment... Qui n'était pas vraiment un projet d'album au départ. Ouais, c'est quoi? Veux-tu nous raconter un peu l'histoire de oui, ben dans le fond, on peut démarrer là-dessus. Ouais. Au départ, début janvier 1969, les Beatles, là, c'est plusieurs albums en 7 ans, environ là, quasiment 2 à 3 par année. Et puis, on avait un projet pour eux, un projet télé. John Lennon avait passé à un show des Rolling Stones qui s'appelait le Circus, je sais pas trop quoi. Là, le Rolling Stone Circus, je pense. Le Rolling Stone Circus, exactement. Ouais. Et de là avait émergé là, une espèce d'idée de faire un retour des Beatles live à la télé. Et ça a été longtemps l'objectif de faire ce projet-là. Et puis, dans la série, ce qu'on se rend compte, lorsqu'ils changent, ils partent de l'espèce de gros hangar dans lequel où ce qu'on sentait qu'il y avait plus de tension, je dirais. Ouais, puis c'était pas un environnement, comment je te dirais ça, c'était grand. Comme tu dis, c'est un hangar, c'est pas restreint. C'était froid, on dirait. Très froid, vraiment pas... Vraiment pas pour encourager la création. Moi, je me projetais dans un environnement comme ça. Il y a certaines racines de tunes exceptionnelles qui y sont nées, mais on sentait plus de chaleur et dans les studios, dans le fond, là, de Apple, qui se sont improvisés, des studios, dans le fond, qui n'existaient pas. Hein. Ils ont bâti la place un peu. Ouais. Et puis, dans ce processus-là, éventuellement, le show de télé a pris le bord. Il y a eu le questionnement au niveau est-ce qu'on fait un album, on fait pas un album, etc. Et puis, est-ce qu'on fait un show avec des tunes qu'on a déjà écrites ou on compose des nouvelles chansons pour les présenter à un show? Et ce qui a amené, dans le fond, l'idée d'un des producteurs d'aller sur le toit du building et puis de le faire là, le fameux concert, le rooftop du Apple Studio à Londres. Donc, c'est un peu la série, je viens de vous la faire à peu près en 2 minutes. C'est vraiment résumé, mais on va en parler. Mais c'était, dans le fond, ce que je viens de vous dire un peu, c'est comme le squelette
de ce mois de janvier 69-là. Parce que faut pas oublier que, tu sais, dans le fond, les Beatles, ils travaillaient s'avirant l'album Let It Be. Toutefois, l'album Let It Be est quand même sorti le 8 mai 70. Si je me trompe pas, c'est après la séparation. Ben, c'était pas officiel encore parce qu'au niveau juridique, là, ça a traîné, là, mais c'est après le fameux article là, au niveau de Paul McCartney là, qui quittait les Beatles. C'est un peu comme ça que ça a été poussé là, chez les tabloïds. Mais il y a plusieurs chansons aux extraits qui n'ont pas apparu sur l'album Let It Be, qui ont fait partie d'un album qui s'appelle Abbey Road. Ouais. Est-ce que c'est le dernier album des Beatles, Abbey Road? Abbey Road est vraiment le dernier qu'ils ont composé. Ouais. La chanson là, The End, c'est vraiment la dernière tune qu'ils ont faite, qu'ils ont enregistrée. J'en parlerai un peu plus tard de cette chanson-là, si tu veux bien. Ouais. Mais ils sont comme dépêchés à se dire ouf, on peut pas finir tout de suite là-dessus. Let It Be, il sonne vraiment comme un album de séparation. On l'a senti, Jay, dans la série. Ah, c'est incroyable. Juste pour terminer, c'est ça. Puis juste pour terminer mon point de tantôt, c'est qu'on voit 4 jeunes hommes, 4 hommes qui sont, on sent qu'ils sont rendus ailleurs dans leur vie. Oui. On le raconte un peu dans cette série documentaire-là que normalement, quand les Beatles enregistraient, ben, il n'y avait pas de blonde alentour, il n'y avait pas d'enfants. Mais on voit qu'à la fin du documentaire, quand on se prépare à aller faire le show du rooftop du studio Apple, les 4 blondes sont là. Il y a la petite à Linda McCartney qui est là. On sent qu'ils sont rendus ailleurs, puis ils l'acceptent, veut pas. On sent un John Lennon, justement, qui a envie de partir avec Yoko Ono, partir à son compte. Il en parle un peu. Est-ce que tu l'as fini, la série, Anthony? Oui, tout à fait. Ouais. Dans le fond, il en parle un peu. Hein? Oui, il avait déjà un peu le pied en dehors. Il avait fait un show avec le Plastic Ono Band, entre autres à Toronto, là, qu'on peut trouver sur YouTube, là, où c'était accompagné de certains musiciens, dont Eric Clapton à l'époque. Ouais. Donc, oui, tu sais, c'était dans l'air. Et puis, t'as vraiment raison. Je crois qu'il était rendu là. Ouais. À l'époque, lorsque leur gérant était encore en vie, là, Brian Epstein, c'était Brian qui essayait de gérer les 4 Beatles dans un studio à l'année longue au travers des tournées mondiales. Ouais. C'était pas mal ça. C'est comme puis là, il est venu un temps... C'est comme une figure paternelle, si on veut, là, Oui, tout à fait. Ouais. Et puis ça a culminé à Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Il y a bien des gens qui disent hey, c'est à partir de Sgt. Pepper's que les Beatles sont devenus ce qu'ils sont devenus, etc. Je m'excuse, mais là, on est déjà rendu le 1er juin 1967 quand ça sort Sgt. Pepper's. Les Beatles étaient déjà bien installés. Oui, il y avait un tournée peut-être avec l'album Revolver, mais regarde, peut-être qu'on pourrait prendre un certain temps tantôt pour peut-être faire un petit peu un historique de tout ça. Ouais. Mais ce qui a amené à l'album The Beatles, l'album blanc, c'est la première fois où ils ont composé un peu par eux-mêmes à l'extérieur et ont ramené des tunes pour faire un album. Et puis Abbey Road est fait un peu de cette façon-là. C'est un peu là que je m'en allais tantôt. Ils se sont dépêchés à ramasser chacune des pièces. Que dans le fond, s'ils n'avaient pas fait l'album blanc puis ils n'avaient pas fait l'album Abbey Road, là, c'est pas des albums qui se sont assis pour composer. Il y avait déjà des compositions. Ouais. Mais ces chansons-là, ils auraient toutes retrouvées dans leur carrière solo par la suite, c'est clair. Puis celles qui n'ont pas fait la cote puis qu'on peut entendre dans la série ont été des chansons solo des carrières des gars d'après. On le voyait souvent quand la chanson elle jouait, ça, ce que je trouvais tellement intéressant là, pour un gars comme moi qui aime l'information. À chaque fois qu'il y avait une tune qui jouait, il mettait le titre avec le compositeur en dessous. Oui. Fait que même quand il jammait du vieux Elvis ou n'importe quoi, il mettait vraiment le compositeur avec la chanson. Fait qu'il y avait certaines chansons, ce qu'on se dit, hey, les gars la travaillent ensemble, mais il a juste marqué Lennon en dessous. C'est pourquoi? C'est parce que Lennon, il l'a sorti dans sa carrière solo, celle-là. Parce que quand c'était avec les Beatles, chaque chanson de Lennon et McCartney était toujours une Lennon-McCartney. Donc, Get Back est une chanson de McCartney, est une Lennon-McCartney, etc. Donc, dans tout ça, on est rendu là, fait qu'on a vraiment des musiciens où
qui avait juste besoin de s'entourer puis faire des carrières solo, puis ça allait marcher. Tout était placé à la rentrée des années 70 où ce que les concerts dans les stades commençaient. Écoute, là, tous les ingrédients étaient en place pour qu'il y ait des carrières solo fulgurantes. Ça me fait penser, tu parlais de chansons, de compositions, peut-être des chansons écrites par d'autres compositeurs. Ça me fait penser à la chanson Jealous Guy de Lennon. Mais quand il la chante, c'est l'air de Jealous Guy, mais c'est d'autres paroles. Tu vois qu'elle n'est pas finie, la toune, là. Tu sais, c'est même pas les mêmes paroles. Moi, j'ai comme, aïe, OK, il y avait d'autres paroles avant les paroles de Jealous Guy, là. Tu sais, Get Back, qui est une chanson engagée. Oui, c'est vrai. Qui a évolué vers une chanson un peu plus... qui parle de quelqu'un aux États-Unis. Bref, c'est intéressant, là, vraiment, comment on voit évoluer. Puis, tu sais, il y a des bouts qu'on n'a pas, là. Parce que, tu sais, maintenant, ils écrivent à la main les paroles, puis là, une autre fois après, ils sont dactylographiés. Et c'est sûr qu'il y a eu d'autres travaux qui étaient faits, soit par des associés qui sont là, qui pouvaient aider. J'ai l'impression qu'il y avait des gens qui participaient à ce que les gars aient accès à tout pour pouvoir composer à cette vitesse-là, parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Écoute l'album Let It Be, puis tu te dis que ça a été fait en un mois. C'est incroyable. Même pas. Ça a été fait en 20 jours. C'est incroyable. 20 jours. C'est incroyable, là. C'est absolument vraiment de nouveau créatif, là. C'est très dur à accoter. Et, tu sais, c'est pas des gars, genre, qui avaient un background, là, qui ont grandi puis ont fait leur solfège et compagnie, là. Tu sais, c'est des adolescents, là. C'est comme toi et moi, quand nous avons appris la guitare, on a commencé comme des gratteux de guitare sur le bord du feu. Tu sais, oui. Tu sais, par exemple, si on prend l'exemple de John Lennon, je crois qu'il s'est fait acheter une guitare par sa mère, c'est ça? Sa tante. Par sa tante. Et puis, il a appris sur le tas comme ça. Et puis, à un moment donné, un jeune Paul McCartney de 15 ans est arrivé dans sa vie. Et puis, il a montré plus de théorie, si on veut, plus de manière de jouer avec une guitare. Et puis, ça commence de même avec les Quarrymen, hein, si je me souviens bien, Anthony? Oui. Dans le fond, les Quarrymen, la première mouture, le premier groupe que John Lennon a formé. John, il a commencé, dans le fond, il a appris les accords du banjo. Oui, donc, c'est Paul McCartney qui a montré les vrais accords sur une guitare. Il connaissait certains accords, mais surtout ceux-là du banjo. Mais il avait quand même une force créative. Il étudiait justement pour devenir là, de quoi au niveau là, artistique. Là, on va parler peut-être plus au niveau du dessin et ces trucs-là. Ouais. Je pense pas qu'il était tant que ça fixé sur ce qu'il allait faire, mais imaginez un jeune homme très, très impulsif pour qui son père, il l'a jamais connu, puis sa mère avait des comportements qui faisaient qui était loin de lui parce qu'elle avait des problèmes de santé mentale. Puis à l'époque, on institutionnalisait plus rapidement certaines personnes, malheureusement, là-dedans. Et puis, si vous avez la chance d'aller où ce que vous pigez les films que vous écoutez, d'aller chercher le film Nowhere Boy. C'est un excellent film. C'est tellement un bon film et c'est vraiment le début des Beatles. On prend John Lennon à 16-17 ans, puis ça l'amène quasiment jusqu'au show, là, le Cavern Club, ou je dirais même quasiment là, jusqu'à temps qu'il y ait Hambourg là, en Allemagne. Là. On était pas loin de cette mouture-là. Là. À Hambourg, là, Josh Harrison, il s'était fait jeter dehors parce qu'il était pas majeur, puis il jouait dans des bars là-bas. C'est plus jeune, hein? Ça commençait tôt. Là. Ouais, il est beaucoup plus jeune, George, que les autres. Puis, le Quarrymen, il y a eu plusieurs autres noms pour finalement tomber les Beatles. Et puis, je dirais, là, le premier album studio est arrivé en mars 63. Mais écoute, mettons, là, il y en a eu 2 en 63, il y en a eu 2 en 64, 2 en 65. Ça n'a aucun sens. 1 en 66, 1 en 67, 1 en 68, 2 en 69, puis 1 en 70, mais je dirais
il y en a certains là-dedans, comme tu sais, Yellow Submarine, qui est sorti en 69, c'était vraiment en lien avec le film. Fait qu'ils l'ont collé à la sortie du film, mais probablement que c'était composé avant. Puis sur Yellow Submarine, un peu comme sur Magical Mystery Tour, il y avait des chansons qui étaient sur d'autres albums aussi, on s'entend. Là. Mais c'est quand même plusieurs pièces qui ont été sorties entre mars 63 et, on dirait, mettons, sorties et composées là, en étant là, assez safe. Là. On va dire entre mars 63 et septembre 69, on a pas loin d'une quinzaine d'albums. Là. C'est tellement magistral comme carrière. 25 numéro 1. 25 numéro 1 au top chart. Ça n'a aucun sens. Et puis, tu sais, ça me fait penser à un jeune de 12-13 ans là, aujourd'hui qui connaît, qui apprend à connaître les Beatles. Il doit se dire, hey, les Beatles, là, ça a duré 20-30 ans, leur carrière. Non, ça a duré même pas une dizaine d'années, même pas une décennie, là. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Ça n'a pas de sens. Écoute, là, si on met ça en temps d'aujourd'hui, les Beatles se rencontrent à peu près en 2007-2008. Ouais. 2013 sortent leur premier album. Puis septembre 2019, c'est fini. Puis ils nous en sortent un par surprise en mai 2020. Exactement. Mais qui était déjà écrit depuis un an. Ça n'a aucun sens. Puis ils ont réussi à faire tout ça en dedans de 10 ans, puis ça devient le groupe mythique de l'histoire. En effet. Puis tu sais, il n'était pas tout seul. Il était pas tout seul. Il y avait des méchants gros groupes à l'époque. Là. Excusez, là, mais... On parle des Stones. On parle des Beatles, mais les Stones étaient là. Led Zeppelin était déjà commencé. Ouais. Pink Floyd était sur le point de venir au monde. Genesis était sur le point de venir au monde. Jimi Hendrix, il était presque décédé. Les Doors, Janis Joplin. Écoute, juste Woodstock 69, la brochette d'artistes, là, ça remplit toutes des stades, ce monde-là. C'est ça. Mais il y avait les Beatles au travers de ça. Exactement. Puis s'ils n'avaient pas été là, les Beatles, autant que si Bob Dylan n'avait pas été là pour Lennon, si Elvis n'avait pas été là pour Lennon, on s'entend, là, ça aurait peut-être été différent, là, mais on pourrait toujours remonter à quelqu'un que s'il n'avait pas été là pour lui, puis etc. Là. Mais je pense que les Beatles, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont touché tellement à tout dans leur composition, surtout vers la fin, quand ils ont commencé à apporter un peu du sien. Là, si on prend la chanson Helter Skelter. Qui est comme un peu un début de death metal, si on veut. Ouais, de heavy metal. Un album metal, blanc qui a inspiré Charles Manson. Avec ça, on pourra en parler maintenant dans un épisode si ça t'intéresse. Charles Manson, par rapport à lui, il croyait que Dieu avait donné comme mandat aux Beatles d'écrire l'album blanc pour lui. Puis lui, c'était comme s'il fallait qu'il exécute ce qui était dit et fait dans l'album blanc. Puis le Helter Skelter, c'était comme l'événement là, lorsque les Noirs allaient prendre le contrôle des États-Unis, qu'il allait lui sortir de son bunker avec son armée de 200 000 personnes pour ramener la paix dans le monde. C'était ça, le Helter Skelter pour Charles Manson. Tu sais, je suis pas sûr que les gars prenaient ça ben au sérieux. Ils se l'ont sûrement fait compter par la suite que c'était ça. Sur le coup, je suis pas certain que McCartney et compagnie étaient au courant qu'il y avait quoi que ce soit à voir dans ces exécutions morbides-là qui sont passées avec la famille Manson. Mais on est vraiment à une époque là, vraiment florissante là, de la pop culture. Là. On est en 67, 68, 69, la jeunesse, les baby boom, etc. Fait que tu sais, d'être le band que tout le monde regarde, qu'il y a encore tout le monde aujourd'hui que t'entends une toune ou t'entends parler d'eux, puis capable de, si on n'a pas entendu parler de ça, c'est peut-être parce qu'ils sont trop jeunes, mais il y a peut-être des chances qu'ils connaissent un air XY à quelque part qu'ils ont entendu à la radio maintenant, parce que ça joue quand même régulièrement une chanson des Beatles à la radio, dans les centres d'achat. Dans les films, dans la pop culture d'aujourd'hui. Dans les films, ben oui, tout à fait. T'as totalement raison, même sur les réseaux sociaux, etc. Puis tu sais, ils ont quand même continué à faire, surtout Paul McCartney, parce qu'il était très très actif même encore là, avec ses tournées mondiales. J'ai eu la chance d'aller voir, puis tu sais, c'était une immersion là, d'être
de se penser vraiment comme étant un show des Beatles, veux pas, tu as quand même un des 4 membres. Là. Ah oui, je pense que c'est le show sur 25%. C'est le show sur les plaines où est-ce qu'on était les deux au même show, mais on s'est pas vu, c'est sûr, parce qu'il y avait 50 000 personnes. Plus que 50 000 personnes. C'était incroyable comment il y avait du monde. C'est en 2013, hein, si je me souviens bien. Oui, exactement. Exactement. En 2013. Juillet 2013. Oui, tout de suite après les événements de Lac Mégantic, où est-ce que... Exactement. Ouais, où est-ce que Paul McCartney, justement, sur scène, a dédié une chanson pour les gens de Lac Mégantic. C'est ça. On est allé au même show à Québec. Tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, ils nous avaient chanté des chansons des albums, là, autant des albums Hard Day's Night que Help puis Rubber Soul, qui sont... Tu sais, Rubber Soul est un peu le dernier de sa mouture, là, sonnant comme le Beatles pop là, qu'on a entendu, là, le Beatles plus romancé, là, peut-être moins psychédélique, parce que pendant l'époque de Rubber Soul, là, il est arrivé certains événements. Là, ça, Anthony, on parle de la période 66-69, Rubber Soul? Rubber Soul, c'est 65. Je dirais qu'il y a un avant Rubber Soul puis un après Rubber Soul. OK. Parce que Rubber Soul est quand même sorti au mois de décembre 65. Ça s'est passé quand même avant. Mais George et John se sont fait mettre à leur insu ou dans une erreur de commande dans une espèce de coffee shop du LSD dans leur café. Okay. Et puis, ils sont bien aimés ça. Ah. Et c'est Paul, le dernier, qui était comme réticent, mais il a décidé d'en faire. Puis c'était le premier à en parler. C'est documenté, là, si jamais vous faites des recherches là-dessus. Puis ce que je trouvais intéressant par rapport à ça, c'est qu'ils ont vraiment avoué avoir utilisé ça pour composer, entre autres. Puis je trouve que l'album Revolver est vraiment comme... Il y en a qui vont dire que c'est Sgt. Pepper's qui était vraiment le point tournant parce qu'il était immense, gigantesque et vraiment très apprécié, très bien accueilli. Mais l'album Revolver, qui a été fait juste un petit peu avant, il y a vraiment des choses très intéressantes qui s'y retrouvent. Et puis, on a un peu des sonorités indiennes là, qu'on avait été chercher parce qu'ils ont été faire voyage en Inde au travers de ça. Puis George, il est resté quand même très collé à cette culture-là. Ouais. On le voit dans la série, justement, Jay, je sais pas si tu peux le décrire, là, oui. C'est Trump. Oui, c'est dans le premier épisode de Get Back sur Disney+, où est-ce que George arrive, mais avec deux comment je dirais ça, deux moines bouddhistes, je sais pas c'est qui, mais tu vois vraiment que c'est des gens qui épousent, si je peux dire, la culture indienne. Parce que comme tu dis, George a vraiment... Ce voyage en Inde, là, l'a vraiment marqué et est resté imprégné de cette culture-là, comme tu as si bien dit. Contrairement aux autres, hein, si je me trompe pas, on dirait que les autres, oui, ont apprécié, mais George, lui, ça l'a changé sa vie. Par, justement, comme tu as dit, l'apparition de nouveaux instruments comme la zithar, par exemple. Pour ceux qui se demandent c'est quoi une zithar, c'est comme une guitare, mais avec beaucoup plus de cordes. Ça fait une espèce de... Ben, tu sais, la musique traditionnelle indienne, des petits sons comme ça, c'est une zithar. Mais oui, c'est ça. Tout ça pour dire qu'il arrive au studio d'enregistrement avec deux de ses chums moines bouddhistes. Ou pas bouddhistes, mais hindouistes, devrais-je dire. Là. Ouais. Ben, écoute, en 71, je crois, George Harrison est allé faire un show au Bangladesh. Il y avait 200 000 personnes. Ah, ouais. Et puis, c'est Ravi Shankar qui lui a montré comment jouer de cet instrument. Ouais. Et puis, ça l'a inspiré. Là, on l'entend, entre autres, dans Norwegian Wood, qui est sur Revolver. La deuxième. La 2. Le numéro 2 sur le 10. Je les ai écoutés en 10 quand j'étais jeune. Ma soeur les avait toutes. Oui, ta soeur Amélie, qui est vraiment une fan finie des Beatles, tout comme toi. Oui, elle, Get Back, là, elle l'écoutait en une journée. Hein? OK, elle a passé la journée à écouter ça. Ouais, elle a mordu. Okay. Elle s'est dit, aujourd'hui, je prends de mes journées de retraite, puis je fais ça. Ouais. Puis elle a bien fait. Ouais, je suis bien content pour elle. Oui, vraiment. Puis, ce qui est, fait que moi, j'ai été collé beaucoup à ça, aux Beatles. Une des grandes parties des connaissances que j'ai viennent de ma soeur, je dirais. Puis, par la suite, là, des documentaires, etc., là, comme ce qu'on vient d'avoir. Tu sais, j'avais vu des images qu'on pouvait retrouver parce qu'il y
il y avait certains trucs qui avaient ressorti justement quand il avait fait une espèce de rehearsal de Let It Be Naked. Là, j'essaie de me souvenir, là, quand même plusieurs années, il y avait eu quand même des images de l'enregistrement de l'album Let It Be, puis il y avait certaines parties où on sentait plus de tension, mais on n'a pas eu une conversation, exemple, comme la conversation que George puis Paul ont dans l'épisode 1, qui fait que George sac son camp. Oui, veux-tu nous raconter un peu l'histoire? Parce que moi, ça m'a vraiment surpris. Et tu vois, George Harrison sacré son camp du premier studio d'enregistrement. Qu'est-ce qui se passe au juste pour que George parte de cette manière-là? Parce qu'il est vraiment en rogne, là. Il est vraiment hors de lui. McCartney, là, c'est difficile à cacher. Voulu quand même prendre beaucoup les rênes dans ce projet-là. Il était très directif, entre autres dans la façon qu'il composait. Et puis, c'est plus une discussion là, qui a mal tourné là, au niveau de ce que McCartney voulait avoir de George au niveau guitare. Puis, George, dans le fond, comme si ce que George faisait, il acceptait pas, il préférait le faire à la manière de Paul. Fait que George, il disait un peu, ben OK, je vais le faire comme tu veux l'avoir. Tu sais, il a comme commencé un peu à argumenter à ce niveau-là. Un peu passif-agressif, là. Oui, tout à fait. Puis maintenant, ben, avec cette tension-là, il y a eu d'autres discussions. Puis on sentait là, dans le non-verbal de George là, qui rongeait son frein. Puis maintenant, il s'est senti comme un peu à part. Parce que lui, il voulait proposer des trucs. Puis les gars, quand même, quand lui composait ses chansons où il travaillait, les gars, quand même, venaient autour de lui. Mais c'était surtout dans les moments de pause, genre, avant que John arrive le matin ou pendant le dîner, genre, Ringo puis George se retrouvent autour d'un piano puis ils composaient ses trucs. Puis, tu sais, veut pas, on retrouve vers la fin des Beatles, dans les albums, des pièces de George Harrison, des bijoux, là. Je crois qu'il s'est senti vraiment étouffé dans ce processus-là. Puis ce qu'on entendait peut-être justement à tort, c'est que c'était vraiment l'ego de John et de Paul qui avait fait que ça s'était séparé à ce point-là, mais c'est le contraire. George puis John, Paul puis John, jusqu'à la fin, ils étaient vraiment alliés dans tout ça. Même si ils ont peut-être eu probablement des différends comme tout le monde. Là. Il y a une conversation qui justement a été prise à leur insu dans l'épisode 2, si je ne me trompe pas. C'est vraiment intéressant. À l'heure je pense sur l'heure du dîner où est-ce qu'on a mis un micro dans un centre de table puis on les entend jaser que Paul McCartney dit à John Lennon, c'est toi le boss des Beatles, moi je suis comme ton assistant, etc. Mais moi là, la croyance voulant que la séparation des Beatles, ça venait de la guerre d'ego entre John Lennon et Paul McCartney. Moi, j'ai cru ça jusqu'à dernièrement, là. Mais tu vois, là, le fun que Paul McCartney et John Lennon ont dans la création, dans les pratiques pour l'album Let It Be. Tu vois, dans le fond, il y a eu c'est sûr qu'il y a eu des tensions. Entre deux chums, il y a tout le temps des tensions à un moment donné. Mais dans Let It Be, tu vois que John Lennon il est posé. Paul McCartney est très directif, oui, mais tu vois qu'ils ont du fun les deux ensemble. Tandis que tu vois un George Harrison, pas mis de côté, mais il est à part. Un Ringo Starr que lui, regarde, il n'y a rien qui le dérange vraiment. Il fait sa job. Ouais, il fait sa job, puis regarde, donnez-moi une partition, puis moi les faire. Mais tu vois un George Harrison frustré. Il sait qu'il y a un talent de compositeur, ce gars-là. Tantôt, tu parlais de... Excuse-moi, tu parlais de bijoux. Quand on pense à Something, Here Comes the Sun, While My Guitar Gently Weeps, il y en a plein de bijoux de George Harrison que, tu sais, oui, ils ont été intégrés, ben pas toutes, là, mais je pense à Here Comes the Sun qui a été intégré, mais les autres, c'est ça, c'est des bijoux musicaux incroyables. Là. Puis George Harrison, il a une carrière solo très, très, très respectable. Oui. Et puis, oui, il a composé des grandes tunes à l'époque des Beatles. Mais tu sais, regarde les Let It Be, je pense que c'est un des seuls où Ringo, il n'y a pas vraiment de chanson non plus. C'est vrai.
Il y en a peut-être une, par exemple. Je me demande si c'est sur lui ou Abbey Road, Octopus's Garden. Je pense que c'est sur Abbey Road, par contre. Mais tu sais, maintenant, on l'entend travailler sur Octopus's Garden, qui est une de ses dernières compositions qu'il a faites. Mais non, on voit vraiment, je pense que John et Paul, ensemble, cette espèce de cohésion-là, puis est intéressante aussi parce que c'était un des premiers albums, je crois, où Paul a travaillé le plus au piano dans ses compositions. C'est vrai. Puis moi, adepte de musique comme je suis, c'est une partie que j'ai vraiment trouvé intéressante pour voir qui joue la basse quand Paul joue du piano. Hein? Ouais. Et puis, j'ai vu que ça s'échangeait pas mal, mais il s'échangeait pas la basse là, qui jouait sur l'autre côté, là, la basse Hofner, là, marqué Bassman dessus. C'est pas ça qui... Ils avaient une Strato, une espèce de une guitare, genre qui ressemblait à une Fender Stratocaster, mais c'était comme une Bassmaster, je crois. Et puis, qui avait 6 cordes, puis qui avait des grosses cordes de bass dessus. Donc, c'était comme jouer de la guitare sur des cordes plus grosses. Certains groupes de métal actuels, peut-être, utilisent un genre de guitare de ce type-là, mais c'était vraiment en fait plus gros, là, au niveau du manche, etc. Et puis, dans certaines chansons, c'est, entre autres, The Long and Winding Road, c'est John Lennon qui va jouer la bass. Mais il y a d'autres choses aussi qui viennent tirer mon attention. Je pense à Get Back, où on pensait que c'est George Harrison qui était le lead guitar du groupe, mais George n'était pas là quand ils ont composé certaines parties de Get Back qui étaient parties parce qu'ils ont continué un petit peu même sans lui. Et fallait qu'il continue là, parce que le show s'en venait. Non, ça pressait. Là, ça pressait. Puis John, il était quasiment à dire on va s'engager Eric Clapton, puis ça va être réglé. Là. Exact, il dit ça pas fort. Là. Ça, j'ai trouvé ça très, très, très délectable comme information, surtout quand on sait la suite des choses dans l'histoire. Mais écoute, je trouvais ça vraiment intéressant de voir que John Lennon, il avait un aspect plus lead guitar, justement, sur le Let It Be. C'est lui qui faisait des petits licks, des petits solos. Puis je me disais, tu sais, John, là, 10 ans avant, il a de la misère à aligner 2 accords en ligne. Exact. Puis tu sais, il est rendu qu'il fait des solos sur les tunes de McCartney, qui joue au piano. Écoute, là, on était ailleurs, mais on a vu tout. Une couple de gars sauter derrière le drum, dont Paul, qui est allé faire un tour qui est vraiment pas méchant au drum. Oui, il est bon. Fait que, tu sais... Même John Lennon, ils n'ont pas enregistré la partie de John Lennon au drum à maner avant de commencer à enregistrer. Mon John Lennon dit on va aller faire du drum, moi, puis là, il fait une espèce de petit solo. Mais mais c'est ça, Paul McCartney, là, au drum, il est quand même bon. Là. Puis tout ça, je crois, a basculé quand est arrivé Billy Preston. Oui. Qui, le gars, avait joué dans l'ombre de notre... voyons comment il s'appelle, notre cher Ray Charles. Oui, c'est vrai. Qui avait joué dans l'ombre de Ray Charles. Écoute, Billy qui est arrivé avec génie du piano. Son electric piano. Ouais. Et puis, il a changé totalement la game. Puis, c'est ce qui a fait que le concert, je crois, sur le toit a été autant mythique. C'est qu'ils ont pu se permettre d'ajouter un 5e Beatles. Parce que leur composition était tellement élaborée qu'il y avait besoin de plus de musiciens que l'ensemble en tant que tel pour produire ce qu'ils voulaient avoir. Fait qu'ils ont été chercher la crème de la crème, comme on pourrait dire. Même que pendant la série, je pense que c'est John Lennon qui dit on devrait le prendre comme 5e Beatles. Oui. Il dit sérieusement, il dit pas mal des jokes tout le long de ce documentaire-là. Mais ça, il est très sérieux. Billy Preston, hein? Billy Preston? Oui. Il dit on devrait le prendre comme 5e Beatles. Puis, sérieusement, allez voir cette série documentaire-là. C'est un génie du piano, cet homme-là. Il joue, dans le fond, toutes les tunes au piano, c'est lui qui les joue, à part Let It Be, où est-ce que c'est Paul. Mais, il est quand même là sur Let It Be. Oui, c'est vrai, il fait les espèces de solo de piano, hein? En effet, puis sinon, ils ont baissé un petit peu son son, mais il est quand même là en background. Ouais. Fait que, non, ils ont travaillé parce qu'il y avait un bon producteur, John Glynn, qui était là, qui était justement attendu à Los Angeles pour la fin janvier. Ouais, c'est pour ça que ça pressait, entre autres.
c'est qu'eux autres, ils avaient besoin du gars, là, le top, là. Puis ils ont été s'en chercher un, puis écoute, là, il y avait plusieurs choses qui amenaient dans cette conjoncture qui amenaient un rush, là, de faire ça en 20 jours. Puis, tu sais, t'écoutes le documentaire, Jay, on dirait quand même que c'était fait sur plusieurs mois, là. C'est quasiment pas croyable que c'était fait en 20 jours, tout ça. Vraiment. Mon cher Anthony, on arrive vers la fin de l'épisode parce qu'on a décidé, j'ai oublié d'en parler en début d'épisode, là, mais on veut en faire plusieurs sur les Beatles. Tout à fait. Et au moins 3, 2-3 épisodes. Alors moi, je te propose, mon cher ami, d'arrêter ça là pour ce soir et puis on se garde du stock pour notre prochain épisode sur les Beatles. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis totalement d'accord. On a tellement de choses qu'on n'a pas abordées. On a effleuré. Peut-être encore plus spécifiques qu'on pourrait apporter, là, tout dépendant de ce qu'on aura comme feedback aussi. Et n'hésitez pas à nous en dire. S'il y a des trucs que vous voulez qu'on en savoir plus, vous avez des questions, apportez-nous ça. Nous, ça nous fera plaisir là, d'en parler, là, c'est clair. Là. Absolument, parce que dans les prochains épisodes, dans nos prochains épisodes sur les Beatles, ce que je veux discuter avec toi, c'est bien sûr le show en tant que tel. Moi, j'aimerais consacrer un épisode à ça. Le show sur le toit, parce que la police, ça mêle c'est le bordel total. Alors, on va parler de ça et puis peut-être parler des après-carrières des 4 Beatles, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. En effet. Et puis, si tu me permets, j'aimerais parler quand même un petit peu avant qu'on se quitte de ce qu'on va présenter à la fin là, comme chanson. Ça s'appelle le medley dans Abbey Road. Le medley est constitué de la chanson Golden Slumber, Carry That Weight et The End. Puis enfin, il y avait une des premières tunes cachées de l'histoire avec Her Majesty. C'est quoi ça? Pourquoi je parle de ça? C'est que ce fameux medley-là, c'est un peu ce qui a bouclé la boucle de ce qu'est les Beatles. Okay. C'est probablement ce qui a été enregistré et composé en dernier. Puis ça se termine avec The End. Puis The End, elle sonne... Si vous voulez entendre une tune qui sonne comme toutes les époques des Beatles en une tune, c'est cette chanson-là. Quand elle démarre, elle sonne comme une tune du début des années 60 des Beatles. Puis maintenant, quand les solos de guitare embarquent, là, on est vraiment rendu ailleurs. On est rendu vraiment dans un autre monde. Puis après ça, on en revient à la fin où ce que les 4 voix ensemble nous chantent les belles paroles qui disent « In the end, the love you take is equal to the love you make ». Wow. Donc, c'était comme c'est comme ça que les Beatles ont voulu closer ça. Et puis, je trouvais intéressant qu'on utilise ça comme close de chanson à l'émission. Oui. Alors, merci beaucoup, mon cher Anthony. Je vais ajouter ça au montage incessamment. Alors, merci d'avoir pris une de tes soirées, mon cher, pour participer à Sur la Terre des Hommes. C'est très apprécié. Hey, ça me fait un grand plaisir, Jérémy. Je crois que je vais avoir quand même certaines dispos prochainement en plus. Donc, on pourra s'amuser à faire d'autres épisodes, c'est clair. Super. Alors, merci à toi. Merci au patron. Là, on a enregistré un lundi. Normalement, c'est le mercredi. Alors, je crois que les patrons ont oublié qu'on avait un épisode ce soir. Mais merci aux patrons de nous soutenir. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos patrons, les curieux, stagiaires, historiens, érudits, les orateurs, construction avec un S, Rivard de Rouyn-Noranda. Et puis, je me souviens.org, qui est dirigé de main de maître par Alexandrine et Marina. Alors, merci à vous trois, dans le fond. Merci à Construction S et puis à je me souviens.org. Je vous invite à rejoindre, la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Je vous invite aussi à aller visiter notre site, le surlaterredeshommes-podcast.ca. Alors, Sur la Terre des Hommes podcast en un seul mot.ca, afin de retrouver tous nos épisodes et autres contenus. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Sur la Terre des Hommes.